Mon nom est François Cloutier. Puisqu'il s'agit de parler de la vie politique, je précise que j'ai été élu député la première fois dans le comté d'Huntsic, près de Montréal, au nord de Montréal plus exactement, et que j'ai été réélu en 1973 dans le même comté en quelque sorte, bien qu'il ait été scindé en deux à cette année-là, et que j'ai choisi la partie qui s'appelle l'Acadie. J'ai été nommé d'abord ministre des Affaires culturelles et ensuite ministre de l'Éducation. Par la suite, je suis passé au ministère des Affaires intergouvernementales, ce qui m'a donné d'une certaine façon une vue d'ensemble de ce qui se faisait au gouvernement. Je dois dire que c'est un des épisodes les plus excitants de ma vie. J'ai beaucoup aimé la vie politique. Et pourquoi y suis-je arrivé? Pour une raison très simple. C'est que m'intéressant, comme la plupart des citoyens, j'espère, à la vie du Québec et du Canada, j'ai voulu à un moment donné participer. Je me suis dit que pour pouvoir agir, il fallait être là où les décisions se prenaient. Remarquez que je me suis peut-être un peu leurré, parce que les décisions ne se prennent pas toujours à ce niveau-là. Ils se prennent également dans le monde économique, qui, au fond, est la véritable colonne vertébrale d'un pays. Mais enfin, je me suis retrouvé là. Mais je dois préciser aussi qu'avant, j'avais connu une carrière qui était une carrière médicale et psychiatrique. J'ai eu l'occasion d'exercer à Montréal pendant une grande partie de ma vie. Et j'ai eu également l'honneur, c'en est un, de créer ce qui était à l'époque la section de psychiatrie de l'hôpital Notre-Dame, un hôpital de jour, concept assez nouveau, et ce qui est devenu un grand département psychiatrique à Montréal. Je suis né à Québec, et dans une famille qui est devenue nombreuse, j'étais l'aîné, et nous étions 9 enfants. 5 sœurs, 3 frères, dont 2 frères jumeaux à la fin, lesquels sont devenus médecins. Un est chirurgien pédiatrique, l'autre est gynécologue, a été doyen de la faculté de médecine à Sherbrooke. Pour ce qui est des autres, je pense qu'il n'est pas inutile de dire que notre mère a beaucoup insisté sur la formation et l'éducation. Et si on additionne le nombre de doctorats dans la famille, on arrive à 5 ou 6. J'ai une sœur qui est professeure émérite actuellement à l'Université de Montréal. J'en ai une autre qui a été enseignante, un beau-frère qui était biochimiste et docteur en sciences. Tout cela parce qu'une femme née à Saint-Émilie-de-Lotbinière, fille de cultivateur, institutrice, a voulu se battre pour ses enfants à une période où ce n'était pas si facile que ça. Quant à mon père, il est né à Saint-Narcisse-de-Champlain, s'est retrouvé orphelin de père et mère. De père et mère. La tuberculose, à ce moment-là, était un véritable fléau national. Et la famille, qui comptait 7 enfants, a eu un tuteur qui était le curé de Champlain, lequel tuteur s'est retrouvé pratiquement sans argent. Et ces enfants ont été adoptés, entre guillemets, un peu dans plusieurs familles, ne se sont pas vus pendant des années, et malgré tout, ont voulu essayer de faire le maximum d'études. Et j'insisterai toujours sur ce point-là. Mon père est devenu agronome et a eu une belle carrière, a travaillé d'ailleurs au ministère de l'Agriculture. C'était incidemment un collègue de Godbout, l'ancien premier ministre. Il n'y avait que quelques agronomes qui étaient formés à l'époque. Et n'oublions pas qu'un homme comme lui, qui est mort il y a quelques années seulement, il est mort à peu près il y a 3 ans ou 4 ans, à l'âge de 99 ans, très vexé de ne pas se rendre à 100 ans. Il était en pleine forme. Il a acheté son premier ordinateur à 90 ou 92 ans. À 95, je lui ai demandé, mais dites-moi, mon père, parce que je vous voyais mon père, évidemment. À l'époque, on vous voyait ses parents. Est-ce que votre âge a déjà été pour vous un sujet de préoccupation? Il m'a regardé, étonné de la question. Il m'a dit, non, moi, j'ai jamais pensé à mon âge. Ah, il dit, si, j'ai pensé une seule fois dans ma vie. C'est quand tu as eu 60 ans. Je me suis dit, c'est pas possible que j'ai fait un fils aussi vieux.
Alors, ça vous donne un peu l'idée du personnage qui a été un des grands noms du mouvement coopératif au Québec. Il est à l'origine de la plupart des coopératives qui ont été fondées à cette époque et qui ont transformé, à beaucoup de points de vue, la vie rurale au Québec. Il a eu l'occasion de voyager beaucoup et de s'intéresser à ce qui se faisait un peu partout au monde, au cours d'études, en particulier en sociologie, à Paris. Alors, voilà un peu une image de ce qu'est une famille canadienne-française, et également l'image d'un homme, ne l'oublions pas, qui est né au siècle dernier, vivant 99 ans, et qui a connu tous les bouleversements de l'époque. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de télévision, bien sûr, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'électricité. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la faculté d'adaptation d'un être humain qui a parcouru tous ces changements et s'y est adapté parfaitement bien? Alors voilà à peu près tout ce que je peux dire sur le contexte familial. Et peut-être maintenant pourrais-je évoquer l'époque des études à Québec, où j'ai fait la médecine au collège, à la faculté de médecine Laval, de l'Université Laval, qui était et reste encore, je pense, une excellente faculté de médecine. Je garde un très, très bon souvenir de certains de mes maîtres en médecine qui étaient, je pense, de grands médecins et m'ont donné cette formation que je ne trouve pas toujours chez les médecins d'aujourd'hui, c'est-à-dire une vraie formation clinique et non pas simplement une formation qui repose sur les examens biologiques ou autres. La médecine est devenue très technicienne et il ne faudrait pas qu'on perde de vue que c'est avant tout un rapport qui s'établit entre deux personnes. Et ça ne doit pas être un rapport de puissance. Il faut que ce soit un rapport de confiance. Et souvent, on peut s'interroger à savoir si ces grandes valeurs n'ont pas été un peu oubliées, dans la mesure, justement, où les progrès de la médecine ont été tels qu'elle est complètement transformée. Il ne faut pas oublier que, puisque nous parlons de médecine, qu'à l'époque de mes études, il n'y avait pas de pénicilline, il n'y avait pas d'antibiotiques. Les antibiotiques sont apparus à ce moment-là. Et ceci me fait penser que j'ai connu une expérience qui m'a marqué. Après ma médecine, sans argent, comme tous les étudiants, j'imagine, et avec des dettes, j'ai accepté un poste à bord d'un bateau, le brise-glace, un brise-glace qui parcourait tout l'Arctique canadien. Et il s'agissait d'un bateau qui porte le nom, et peut-être existe-t-il encore, le N.B. McLean. Et j'étais le médecin de l'équipage, mais également j'avais pour mission de visiter tous les postes esquimaux de la baie d'Hudson, du détroit d'Hudson et de la baie d'Hudson. Nous sommes allés jusqu'à l'île Résolution, Arctic Bay. Et il faut voir ce que c'était l'Arctique à cette époque. Je vous parle de la fin de mes études, se situe en 48. Alors j'étais donc là, l'été 48. 4 ou 5 mois à bord de ce bateau, seul au monde en quelque sorte. Et ce fut une très très belle aventure et où j'ai beaucoup appris. Et essayez d'imaginer un peu la solitude d'un jeune médecin, ignorant comme tous ceux qui n'ont pas encore d'expérience, qui se retrouve avec un tas de problèmes qu'il doit résoudre. Et dans une population qui connaissait beaucoup de problèmes de santé, à l'époque, c'est sans doute vrai encore aujourd'hui. Alors j'ai été très marqué par cette expérience dans l'Arctique, et il y a tout un rayon de ma bibliothèque où j'ai collectionné tous les bouquins que je pouvais trouver sur le sujet. Ce qui montre bien que les premières expériences ont toujours une très, très grande importance. Par la suite, je suis allé étudier, ça se faisait beaucoup à l'époque, en France, où j'ai fait une forme d'internat en psychiatrie, qui était la spécialité que j'avais choisie. Et à la fin de mes études, j'ai encore eu l'occasion, on m'a bien demandé de me raconter, alors je me permets de le faire le plus modestement possible. On m'a offert une mission en Inde. Et comme j'avais, comme mon père, le virus des voyages et des expériences, j'ai accepté. C'était une mission dans le cadre des Croix-Rouges scandinaves. Je me suis retrouvé le seul non-scandinave avec des équipes.
par un hasard, toute une suite de circonstances. Nous parlions évidemment l'anglais. Je n'ai appris que quelques mots de scandinave et évidemment, je n'ai pas eu l'occasion de parler français pendant plus d'un an et demi. J'ai d'abord été envoyé au Maroc. Belle expérience. Il s'agissait d'une mission, d'une campagne contre la tuberculose, campagne d'hygiène publique en quelque sorte. Et je me suis retrouvé en Inde pendant un an, à parcourir tout ce sous-continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comme je dis parfois pour m'amuser, de Srinagar, qui est au nord, au Cachemire, jusqu'à Madras, qui est au sud. Et bien sûr, j'en conserve un souvenir extraordinaire, dans la mesure où j'ai pu, pour la première fois, me colter avec le réel, avec des équipes indiennes, et dans des conditions extrêmement précaires, souvent. Oh, je pourrais raconter bien des souvenirs à ce sujet, mais je pense qu'il est plus important de passer à d'autres phases de ce qu'il faut bien appeler mes différentes carrières. Alors voilà pour cette partie de ma vie. La partie politique, j'en ai parlé pour apporter les grandes lignes de cette action. Mais évidemment, si je regarde en arrière, j'ai un certain nombre de souvenirs qui me viennent. Après mes études à Paris et après ce voyage en Inde, je suis évidemment revenu à Montréal. Il y avait très, très peu de psychiatres à l'époque. Très, très peu. J'avais comme collègue un autre psychiatre qui a fait une carrière politique également, qui est Camille Lorrain. Également Lazur, qui était de ma génération, tous les deux. Et nous sommes restés d'ailleurs en excellents termes. Et je dois dire que la mort de Lorrain m'a attristé, précisément parce que je l'avais connu à ce titre-là, et je l'ai connu comme adversaire politique, mais un adversaire loyal. C'est également le cas de Lazur. Mais nous n'étions que quelques-uns. Nous étions peut-être 5 ou 6. De sorte que nous avons fait des carrières très rapides. Nous sommes tous devenus chefs de service beaucoup trop tôt, oserais-je dire, précisément à cause de cet incroyable vide. Et la psychiatrie a démarré à ce moment-là. Et j'ai déjà mentionné la création du département de psychiatrie à l'hôpital Notre-Dame. Tout ça s'inscrit dans cette mouvance, dans cette période. Alors, donc, pendant cette séquence de ma vie, j'ai été, je crois qu'il n'est peut-être pas inutile de le mentionner, approché par Radio-Canada pour faire une émission d'hygiène publique. Je m'intéressais énormément à la vulgarisation psychiatrique. J'ai d'abord commencé par une émission à Radio-Collège avec Fernand Seguin, qui était un vulgarisateur remarquable. D'ailleurs, personne n'en doute ici au Québec. J'ai eu l'occasion de collaborer beaucoup avec lui, et lui aussi est disparu. Tout ça est fort triste, parce que quand je me tourne en arrière, puisqu'on m'y a invité, je m'aperçois que le vide se fait. Le vide se fait. Et je repense à nouveau à mon père. Quand il est mort à 99 ans, il y avait un vieux monsieur qui était le seul ami qui lui restait, et qui avait le même âge, et qui était là tout seul, dans l'église, et il devait réfléchir. Eh bien, croyez-le ou non, le vieux monsieur a 103 ou 104 ans maintenant, il est toujours là. Alors, vous vous rendez compte de l'évolution d'une vie. Alors donc, après Radio-Collège, ce qui m'a permis d'écrire quelques livres de vulgarisation psychiatrique d'ailleurs, j'ai remplacé le professeur Chantrier, qui était un homme de bon sens, un homme qui avait créé une émission d'hygiène mentale, où il répondait aux questions et puis apportait des bons conseils. J'ai changé le titre et je l'ai appelé « Un homme vous écoute », parce que je crois qu'il fallait mettre l'accent sur l'écoute, justement, plutôt que sur la présentation de conseils. Et je collaborais avec Colette Devlin, qui elle aussi, hélas, est disparue, qui avait une merveilleuse voix de contralto et qui présentait un certain nombre de lettres d'auditeurs, touchant à peu près à tous les sujets. Pédiatrie, façon d'élever des enfants, névrose, anxiété, etc., etc. Et je répondais. Et je dois dire que l'émission a eu tellement de succès qu'elle passait 2 fois par jour. On la reprenait le soir. Et on enregistrait 6 émissions à la fois.
nous consacrions, Colette et moi, une journée à dépouiller le courrier et puis à essayer de choisir les sujets. Et c'est à partir de, comme je viens de le dire, de cela que j'ai pu écrire quelques livres de vulgarisation, 4 ou 5 à peu près, qui reprenaient ces causeries. Et à ce sujet, j'ai fait une découverte. Lorsque j'étais ministre de l'Éducation, j'ai eu l'occasion de faire une tournée en Abitibi. Alors évidemment, quand un ministre se déplace, il y a toujours quelques subventions dans sa poche, où il va inaugurer quelques écoles, et puis j'étais entouré d'une quinzaine de fonctionnaires. Eh bien, j'ai découvert, lorsque je parlais aux gens, on avait l'air de ne pas s'intéresser du tout à ce que je faisais en éducation, mais on me parlait uniquement de cette émission, qui a été interrompue depuis plusieurs années. Et je me suis dit qu'au fond, j'avais peut-être été plus utile que je le pensais, et en tout cas certainement plus utile que ministre de l'Éducation. J'ai déjà dit que la politique m'avait toujours un peu tenté dans la mesure où je croyais qu'il fallait être là pour agir, et que je voyais bien qu'il y avait un tas de problèmes qui se posaient au pays, au Canada et à l'intérieur du Québec, et il fallait essayer d'apporter des réponses. Et le hasard a joué, parce que, je n'hésite pas à le dire, après ces fameuses émissions à Radio-Canada sur l'hygiène mentale, nous nous réunissions à un restaurant voisin pour se détendre un peu le midi, après les enregistrements. Et il y avait là un certain nombre d'artistes qui se trouvaient. Je me souviens d'avoir rencontré Charles Bois à ce moment-là, qui commençait à peine. Et il y avait Yves Michaud, qui est devenu, qui est devenu ce qu'il est devenu au sein du Parti québécois. Yves Michaud qui était là, lui, on s'entendait fort bien, il n'était pas question de... Et d'ailleurs, il était libéral à l'époque. Et je lui ai fait part de ce désir, et c'est Yves Michaud qui m'a présenté à Desrochers, qui était le grand recruteur de Bourassa, et qui venait d'être élu chef du Parti libéral. Alors, j'ai rencontré Desrochers, pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'estime. C'est un homme que l'on a sous-estimé et qui a joué un rôle important dans l'histoire du Québec. Un rôle parfois occulte, mais la politique, c'est aussi ça. Alors, il m'a appris à me connaître. J'ai rencontré Bourassa, qui ne demandait pas mieux que d'avoir quelqu'un qui était un peu connu. Et il m'a offert 2 comtés, 2 circonscriptions. Le premier comté, c'était Vaudreuil, parce qu'il se trouve que mon père a eu une ferme, là, qu'il a gardée d'ailleurs de très nombreuses années. Il m'en a même donné un petit bout pour que je puisse garder raison et rester près de la terre. Alors, ensuite, il m'a parlé d'Huntsic. Il m'a dit, là, il y a un vrai défi. Parizeau se présente. Et Parizeau était l'économiste du Parti québécois, et était la grande personnalité. Il était entendu que Parizeau devait gagner. Et je connaissais Parizeau, bien sûr. On se connaît à Montréal, dans un certain milieu. On était, sans être tout à fait voisins, pas tellement loin l'un de l'autre. Alors, j'ai choisi Huntsic. C'est curieux. J'avais envie d'un défi. Je préférais un comté urbain. Et je me suis dit, après tout, de 2 choses l'une. Ou je gagne ou je perds. Si je perds, j'ai suspendu la pratique pendant 1 mois ou 2, et puis je reprends. Et si je gagne, à ce moment-là, j'aurai battu Parizeau. Et évidemment, je me place bien au sein du parti, parce qu'après tout, je n'aimais pas beaucoup l'idée d'être parachuté. Puis il n'y avait pas d'autre solution. Alors je me suis dit, donc, si je bats Parizeau, je serai plus que parachuté. Je serai accepté les bras ouverts, probablement. Ce qui a été le cas. Or, la campagne était dure, très, très dure. Je me souviens de certaines périodes où on arrachait les affiches. Il y a eu des meetings avec René Lévesque qui étaient incendiaires, où vraiment on sentait monter la haine. À l'époque, le mot n'est pas trop fort. Également, Parizeau avait cru avoir une bonne idée. Il avait loué ou trouvé une Jeep de l'armée, et avec des affiches tout autour de la Jeep, il se baladait dans le comté, qui est un comté bourgeois, et il y avait 4 jeunes avec des jumpsuits, puis des casques. Alors ça donnait un tel air martial à sa campagne que les gens se tournaient vers moi.
parce que moi, ça se faisait de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus bonhomme. Mais je suis allé partout, on s'est battu, hein. On s'est vraiment battu, et j'ai gagné par 990 voix à peu près. Et évidemment, j'ai été nommé ministre tout de suite. Aux affaires culturelles, que l'on m'avait réservées, mais auxquelles on n'accordait pas beaucoup d'importance au sein du gouvernement. Le gouvernement était axé, avec raison, vers l'économie, et puis les affaires culturelles étaient considérées un peu comme un ministère à part. Mais c'était un ministère extrêmement intéressant, pour moi particulièrement, et qui avait toujours été enclin à m'occuper de ce genre de problèmes. Je crois avoir eu de bonnes relations avec les artistes, je crois avoir fait quelques petites choses également. J'ai continué la rénovation de la Place Royale, qui avait été commencée antérieurement par un bon ministre des Affaires culturelles de l'Union nationale, Tremblay. Et même, je me souviens qu'à sa grande surprise, parce que parfois, lorsqu'on succède à quelqu'un, on ne s'en occupe pas vraiment, j'avais suggéré que nous déjeunions ensemble pour parler des principaux dossiers, en dehors de tout aspect polémique. Et il avait accepté volontiers. Et nous étions mis d'accord sur un certain nombre de choses. J'ai eu l'occasion de m'occuper du livre également. Le prix unique date de cette époque. Il y a eu quantité de petites choses, et parfois d'assez grandes choses qui ont été faites. Chaque ministre apporte sa contribution, quel que soit le parti au pouvoir, parce qu'un gouvernement est dirigé de façon différente, mais elle continue tout de même sur une certaine trajectoire. Il y a quand même eu un incident amusant auquel je pense, c'est ce que j'ai appelé la guerre de la murale du Grand Théâtre. Et il se trouve qu'on avait construit le Grand Théâtre à Québec et on avait demandé à un artiste de faire une murale, un artiste qui lui aussi, grand Dieu, est décédé, Jordi Bonnette, un garçon d'un immense talent que j'ai connu, de faire une murale, et on avait demandé à Poliquin, qui se disait poète à l'époque, il l'était peut-être encore, je ne sais pas s'il est de ce monde, d'ajouter quelque chose, et il avait ajouté, dans le contexte de la fresque, la phrase suivante, « Vous n'êtes pas écœurés de mourir, bande de... » Qu'est-ce que c'était exactement? Bande de cons. Vous n'êtes pas tannés de mourir, bande de caves. C'est ça, oui. C'est ça, moi j'ai probablement, oui, vous avez raison, mais j'ai probablement traduit dans un autre type de français. Bon, alors... Tremblay avait été choqué par ça, mon prédécesseur, et il avait refusé de le payer. Alors moi, je n'ai pas voulu porter de jugement sur l'œuvre, parce que je suis de ceux qui croient à la liberté et de la presse et à la liberté de l'artiste. Alors je l'ai fait payer. Et ça a déterminé un scandale terrible à l'Assemblée nationale, mais j'ai eu l'occasion de faire une demi-douzaine de discours, dont j'ai rencontré l'ancien ministre Guy Saint-Pierre, il y a quelques années, et puis il se rappelait même du discours. Il m'en citait des extraits. Je suis remonté à la guerre des roses, à la guerre de l'opium en Chine, pour essayer de montrer le côté un peu ridicule du débat. Et même, j'avais acheté une truelle, parce qu'on voulait détruire la fameuse murale. Puis évidemment, je m'y opposais. Et j'avais même des collègues qui n'étaient pas d'accord du tout avec mon point de vue. Alors j'avais acheté une truelle, puis je me proposais de la brandir en chambre et de dire quel est l'iconoclaste qui va se permettre de détruire une œuvre d'art. Finalement, je n'ai pas été obligé de le faire, mais j'ai toujours la truelle que je garde précieusement. Alors voilà un épisode qui montre bien qu'il y a quand même des valeurs qu'il faut préserver. Et n'aurais-je fait que ça, hein, ça serait peut-être pas si mal au fond. Ensuite, je suis passé à l'éducation. Alors là, vous savez, je passais d'un ministère qui avait un budget de peut-être 25 millions de dollars à un ministère qui avait un budget de plusieurs milliards. Alors évidemment, on n'a pas le même poids. Et c'est là que j'ai découvert que lorsque j'essayais de me battre pour un projet au Conseil des ministres de 500 000 dollars pour les affaires culturelles, j'avais tous les problèmes du monde. Et qu'à l'éducation, j'aurais pu arriver avec un projet de 50 millions, puis on ne m'aurait probablement pas posé de questions. Alors le poids du ministère a beaucoup d'importance, évidemment, et influe sur les décisions qui sont prises. Alors, j'ai beaucoup aimé l'éducation, mais j'ai découvert, par exemple, qu'il n'y avait pas de bureau ministériel à Montréal. Alors, il y avait bien sûr un certain nombre de services.
mais ce qui imposait aux délégations nombreuses des commissions scolaires de prendre le train et de se rendre à 25 à Québec. Bon, j'ai tout de suite ouvert un bureau à Montréal. Il y en avait un qui se déplaçait, c'était moi. Puis d'ailleurs, la plupart du temps, je me déplaçais pas, puisque j'étais déjà à Montréal, où j'habitais. L'inverse, je me déplaçais en sens inverse pour aller à Québec. Bon, alors voilà, j'ai beaucoup aimé ce ministère. Nous avons, je pense, fait des choses importantes. Je pense en particulier à la réorganisation de l'île de Montréal, des commissions scolaires, à la création du conseil scolaire, ce qui a changé complètement la carte. Nous n'avons pas fait à l'époque de commission linguistique parce qu'il fallait procéder par étapes. Je me souviens très bien d'avoir rencontré l'archevêque du temps, parce que j'avais besoin de son aide pour faire accepter des changements qui étaient mal perçus dans certains milieux. Alors, je me suis beaucoup occupé également du problème des enseignants et de la rétribution des enseignants. Il y avait un bon nombre d'anomalies dans ce ministère. Par exemple, les salaires étaient basés non pas sur les diplômes, mais sur les années de scolarité. De sorte, plus on faisait de scolarité sans avoir de diplôme, plus on était payé. J'ai compris rapidement, comme il y avait énormément d'anciens pédagogues qui étaient membres de l'Église et qui avaient quitté la plupart du temps pour devenir fonctionnaires, ils additionnaient leurs années de théologie. De sorte qu'on se trouvait devant des anomalies. Les anglophones passaient une maîtrise en 2 ans, francophones en 3-4 ans, et les anglophones étaient moins payés que les francophones. C'est une chose qui n'est pas tolérable. Enfin, ce sont des toutes petites choses de la vie courante, de la vie quotidienne d'un grand ministère. J'ai eu un sous-ministre d'abord, j'ai hérité d'un sous-ministre qui était Yves Martin, qui est péquiste, indépendantiste, qui est actuellement conseiller du premier ministre Bouchard. Mais je dois dire que Martin était parfaitement loyal, je connaissais ses positions, il connaissait les miennes, et je n'hésite pas à affirmer que nous avons fait du bon travail ensemble. Ça a été le cas d'ailleurs de tous les autres ministres. Alors pour l'éducation, il y aurait tellement à dire, c'est un livre qu'il faudrait écrire, et évidemment, peut-être le ferai-je un jour, après tout. Et je suis passé ensuite aux affaires intergouvernementales. Et là, j'ai eu l'occasion de m'occuper de tous les dossiers entre Québec et Ottawa, parce que de par la loi, toutes les tractations, toutes les discussions, passaient aux affaires intergouvernementales. Mais peut-être devrais-je parler, avant de donner plus de détails sur les affaires intergouvernementales, d'une loi qui a été passée alors que j'étais à l'éducation et qui a évidemment bouleversé le Québec, qui est la loi 22. La loi 22 m'a été énormément reprochée et je dois dire que j'ai eu beaucoup de difficultés personnelles. Par la suite, après avoir quitté la politique, c'est certainement à cause de cela. Je ne la regrette pas. D'abord, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est le résultat d'une enquête, l'enquête Gendron, et qui a duré pendant des années et qui a donné lieu à la publication d'un rapport qui est à peu près de cette hauteur et vraiment qui correspondait aux besoins québécois de l'époque. Et cette loi a été extraite de ce rapport. Et la loi 22 a quand même permis, elle avait été précédée d'ailleurs, lorsque je m'en occupais, de toute une série d'actions, comme par exemple la refrancisation des entreprises, qui a été commencée sous nous. Et la loi 22 affirmait un principe et ne s'opposait absolument pas à la politique du bilinguisme canadienne. Au contraire, je dirais qu'il n'y aurait pas pu avoir de langue sur le français langue officielle s'il n'y avait pas eu une politique de bilinguisme au niveau du Canada. La loi 22 a littéralement changé quelque chose au Québec et c'est assez intéressant de noter que le parti de l'opposition, que le parti péquiste, s'y est opposé. Et s'est opposé même violemment. Je me souviens de discussions avec Charon, député de Saint-Jacques, Jacques-Yvan Morin. Où était-il député d'ailleurs? À Outremont peut-être? Non. Ah non, il était député quelque part dans l'Est. Discussion courtoise d'ailleurs, la plupart du temps. On s'opposait à l'article 1 qui faisait du français la langue officielle. Ça semble paradoxal, mais ce qu'on voulait, c'est qu'on change le texte de l'article 1 pour décider que le français était la seule langue officielle
ou quelque chose dans ce goût-là, ce qui évidemment n'avait aucun sens. Ou une langue est officielle ou elle ne l'est pas. Alors par conséquent, la raison est lumineuse. C'est que nous faisions d'une certaine façon la politique de l'adversaire. Ce qui, d'un point de vue politicien, est une erreur. Mais ça, je m'en suis aperçu après. La politique de l'adversaire, le Parti québécois voulait faire de la loi sur les langues sa loi la plus importante. Et c'est ce qui est arrivé. Qu'a fait le Parti québécois quand il est venu au pouvoir? Il a abrogé la loi 22 et il l'a refaite mot à mot dans la loi 101. Personne ne lit la loi 22, personne ne lit la loi 101. Et même, la loi 101 va moins loin que la loi 22 parce qu'ils ont introduit, personne ne dit ça également, des clauses qui se sont révélées anticonstitutionnelles et par conséquent ne sont pas appliquées actuellement. Et ça, que voulez-vous, même le Parti libéral auquel j'appartenais n'a pas manifesté beaucoup d'enthousiasme par la suite pour la loi 22 qu'on ne revendique même pas. Et je ne vois pas pourquoi on ne revendiquerait pas quelque chose qui a véritablement changé la physionomie du Québec. Il se passe d'ailleurs que je ne vis pas au Québec en ce moment. Je ne parle plus l'anglais lorsque je viens à Montréal. Je suis obligé de supplier certains de mes amis anglophones, qui parlent très bien français, de bien vouloir me permettre de parler anglais pour ne pas perdre toute pratique. Actuellement, partout où je vais, du moins moi, on m'accueille en français, où je peux parler français. Il y a donc eu un changement, un entraînement considérable. Alors donc, le Parti québécois a voulu en faire sa loi et a réussi, puisque même dans les ouvrages que l'on écrit aujourd'hui, je pense en particulier à un petit que sais-je qui a été écrit par mon ami Xavier Degnaud, qui est un ancien ministre de France. Il n'a pas mentionné du tout la loi 22 et a considéré que l'histoire commençait avec la loi 101. Je l'ai corrigé d'ailleurs, je lui en ai parlé, et il a eu la gentillesse d'en tenir compte dans la 2e édition. Tout cela pour dire qu'il ne faut pas faire les choses pour soi. Il faut faire les choses parce qu'on a besoin de le faire et ça correspond à une nécessité. Alors, résultat, avec la loi 22, je me suis fait des amis nulle part. Mes adversaires, je le comprends, je les gênais. Et mes amis aussi. Alors, résultat, quand j'ai quitté la politique, pour des raisons personnelles, je me suis évidemment rendu compte qu'on est oublié rapidement. Et que certaines personnes qui venaient faire la queue à mon cabinet lorsque j'étais ministre de l'Éducation n'étaient pas là lorsque je téléphonais, y compris des gens que j'avais nommés. Mais ceci est normal. C'est la suprême leçon de modestie de la vie politique. Et les promesses, bien sûr, des autres ne sont jamais tenues. Elles n'engagent, je crois, que celui qui les reçoit. Alors voilà à peu près ce qui s'est passé. Je reviendrai peut-être sur cette période après, parce que j'ai un autre ministère dont je veux parler, qui est le ministère des Affaires intergouvernementales. Passionnant. C'est le cœur des dossiers constitutionnels, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs. Et personnellement, moi, je n'ai pas eu de problème. Je pense que le fédéralisme canadien marche plutôt bien. À vrai dire, je suis probablement naïf, je ne vois pas de problème au Québec. Il y a des problèmes en Bosnie, il y a des problèmes en Croatie, il y a des problèmes au Kosovo, il y a des problèmes au Soudan, il y a des problèmes partout, il y a des problèmes en Russie. Mais au Québec, je ne vois pas de problème. Il y a des petits tiraillements administratifs, des querelles de fonctionnaires, des luttes de pouvoir. Mais ce pays a changé de façon extraordinaire. Le fédéralisme n'a jamais fait autre chose que d'évoluer. Je suis né dans une colonie anglophone. Il n'y avait pas de drapeau. Il n'y avait pas de monnaie bilingue. Un premier ministre ne parlait que l'anglais. C'est impossible aujourd'hui d'imaginer un premier ministre canadien qui ne parlerait pas français. Totalement impossible. Il y avait 1 ou 2 francophones de service dans les gouvernements. Il n'y avait pas de drapeau. C'est inimaginable. Le Québec était totalement contrôlé par le clergé. C'était le Tibet de l'époque. Il n'y avait pas de ministère de l'Éducation. Il n'y avait que quelques collèges classiques qui menaient en général à la prêtrise, mais certainement pas à la vie économique, et de vagues écoles commerciales qui n'étaient même pas du niveau universitaire. Tout ça est venu plus tard. Et qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Je vois un Québec qui a réussi, avec évidemment la révolution qu'on a qualifiée de révolution tranquille sous les libéraux, et avec ce que nous avons fait par la suite. Un Québec où il y a des entrepreneurs, un Québec qui est à l'avant-garde dans le domaine de l'informatique,
Si vous surfez sur Internet, vous tombez sur des sites francophones constamment, où que vous soyez. Enfin, je pourrais continuer pendant des heures. Tout cela pour dire qu'au ministère des Affaires intergouvernementales, non seulement je n'ai pas eu de problème, j'ai vraiment jugé que le fédéralisme fonctionnait bien. Pour moi, le fédéralisme, c'est un équilibre entre des forces centrifuges et des forces centripètes. Il est normal de négocier. Parfois, les forces centrifuges l'emportent, parfois les forces centripètes l'emportent, mais l'essentiel, c'est l'objectif. Quand on se situe à l'intérieur du fédéralisme, on peut discuter intelligemment. Et je vais me permettre de donner 2 exemples. La première négociation sur l'immigration. J'ai oublié de mentionner qu'à la suite de l'assassinat de Laporte, on m'avait confié le ministère de l'Éducation par intérim, de l'immigration par intérim. La première entente fédérale provinciale dans le domaine de l'éducation, qu'on appelle l'entente Cloutier-Langue, a été évidemment négociée par moi et mon équipe, parmi lesquels le sous-ministre de l'époque, Jean Loisel. Or, cette entente, qui a été suivie de plusieurs ententes, je pense qu'un des ministres de l'Éducation, Couture, en a fait une autre, ce qui est normal. Et maintenant, le Québec a un contrôle raisonnable et intelligent de son immigration. Voilà un exemple de négociation fédérale-provinciale. L'Agence culturelle et technique, j'ai hérité du dossier, c'est un impasse total. Ottawa, évidemment, défendait sa politique étrangère, mais il fallait trouver une solution pour le Québec qui avait des droits légitimes à participer aux organismes francophones. Nous avons trouvé une solution et le gouvernement participant, la notion de gouvernement participant, qui permet au Québec aujourd'hui d'exister dans cet organisme intergouvernemental, un organisme particulièrement important, eh bien, il faut bien le dire, c'est mon entourage et moi qui l'avons fait. Dans mon entourage, j'avais un excellent négociateur, Brière, qui était sous-ministre à l'époque. Nous avons négocié avec Ottawa. J'ai eu aucun problème à m'entendre avec Sharp, qui était ministre des Affaires étrangères. Les difficultés commençaient quand il fallait mettre ça par écrit et commençaient avec les fonctionnaires. Là, vraiment, c'était le problème des virgules. Hein. On discutait longtemps. Et, chose très amusante, parmi les fonctionnaires fédéraux qui étaient le plus durs en négociation, il y avait Rochet, qui est devenu sous-ministre à Québec ensuite, et qui a été délégué général du Québec à Paris. Il était à l'époque fonctionnaire fédéral. Il a changé d'avis et il défendait très bien le point de vue fédéral à l'époque. Et puis par la suite, il a défendu très bien le point de vue provincial. Alors vous voyez, force centrifuge, force centripète. Voilà 2 exemples, et il y en a d'autres, hein, 2 exemples de négociations qui ont donné de très bons résultats et qui ont permis d'avancer à l'intérieur d'un cadre qui est le cadre fédéral. Alors voilà, moi c'est une opinion à laquelle je tiens et je pense qu'il n'y a aucune raison que je ne puisse pas m'exprimer sur ce point-là. Et je suis un peu triste lorsque je pense que l'on se perd en discussions que je trouve inutiles, très fréquemment. Le fédéralisme n'a jamais fait autre chose que d'évoluer. J'en ai donné un exemple tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on vient de faire encore? Tout le dossier d'information professionnelle, que je connais aussi, on s'est battu pendant des années, il a abouti maintenant. Alors, c'est ça, un pays. Et personnellement, je tiens au Canada, je tiens au Québec, je tiens même à ma ville de Québec. Alors, vous vous rendez compte que toutes les racines sont là. La famille Cloutier est arrivée en 1632. Zacharie Cloutier est l'ancêtre de tous les cloutiers d'Amérique. Il y en a je ne sais pas combien de milliers. Alors, nous étions... Zacharie faisait partie d'un groupe de peut-être 32, 35 personnes. La vie ne devait pas être très drôle à ce moment-là. Hein. Essayons d'imaginer les hivers qu'on trouve parfois difficiles. Qu'est-ce que ça devait être? Mais enfin, nous descendons tous de cette souche qui a construit ce pays, qui n'a certainement pas l'intention d'y renoncer. J'ai finalement, après ces expériences qui ont été pour moi exaltantes, décidé de quitter la politique. La raison est simple, c'est à la suite d'un deuil. Ma femme est décédée, je me suis retrouvé avec 2 petites filles de 11 ans et 12 ans. J'ai cru qu'il était nécessaire de changer d'atmosphère.
vous savez, un deuil comme celui-là, c'est une véritable amputation. On se sent différent, on doit reprendre. Alors j'ai donc accepté le poste de délégué général du Québec et je me suis retrouvé à Paris. Mais je n'ai pas eu le temps de défaire mes valises parce que 2 mois après, il y a eu des élections. Élections qui n'étaient pas prévues, sinon je ne serais jamais parti, vous pensez bien. Et là, je me suis retrouvé en porte-à-faux parce que René Lévesque a été élu. Je connaissais très bien René Lévesque. C'est un confrère de classe. Nous étions au Collège des Jésuites ensemble, et nous nous tutoyions, bien sûr, et j'avais toujours eu avec lui de bonnes relations. Mais je ne me voyais pas travailler pour ce gouvernement. Je suis un homme de conviction. J'ai donc démissionné presque aussitôt. Or, je me suis aperçu que j'avais peut-être été un peu rapide parce que j'ai eu l'impression d'être le seul homme de conviction autour de moi. Et puis ensuite, j'ai peut-être aussi démissionné avec une certaine naïveté parce que je pensais, et oui, je le confesse, qu'on se précipiterait sur moi pour m'offrir des postes prestigieux. Mais je peux vous affirmer que lorsque vous quittez le pouvoir, vous avez des invitations pendant à peu près 10 jours. Puis ça ne dure pas plus longtemps que ça. Alors je me suis donc retrouvé littéralement chômeur. Et la loi 22 ne m'avait pas, comme je l'ai déjà dit, fait que des amis. Par conséquent, quantité de promesses n'ont pas été tenues. Et évidemment, je suis revenu, mes filles ne m'avaient pas suivi heureusement à Paris parce qu'elles devaient terminer leur classe. Je n'ai pas réussi à me resituer. Je n'avais pas payé mes dernières cotisations du Collège des médecins et j'ai même eu des difficultés à me réinscrire. Je n'avais pas payé pour l'excellente raison que j'étais à l'éducation, que je n'y avais pas pensé. Je les paie encore maintenant que je n'exerce plus. Alors, donc, je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Mais rien n'empêche qu'on m'a imposé une année de recyclage. Je suis d'accord. Mais on m'a fait des difficultés qui étaient probablement inutiles. On n'en fait pas toujours à certains diplômes étrangers dont on peut parfois douter de la valeur. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est de l'histoire ancienne. Alors donc, je passe rapidement, parce qu'il ne faut jamais s'attarder sur les difficultés. J'ai eu des difficultés, comme beaucoup d'hommes politiques, qui ont duré quand même 3 ans, jusqu'à ce que mes amis à Paris me proposent de recommencer à pratiquer la médecine et la psychiatrie. Et j'ai recommencé à zéro, à 50 ans. J'en suis ravi. C'est une très belle expérience. Ça a très bien marché. Ça m'a pris 2-3 ans. Et je n'ai interrompu que lorsque j'ai pris ma retraite obligatoire en France. Alors, ne trouvant pas de situation au Canada et au Québec, étant chômeur depuis déjà un certain temps, c'est la raison, en fait, pour laquelle je suis retourné à Paris. Parce qu'on m'a offert juste de reprendre contact avec mes anciens collègues. J'avais fait mon internat à Paris, ou ce qui tenait lieu d'internat à l'époque, ce que j'ai fait. Et je dois dire que tout le monde m'a aidé. Et c'est pour ça que rapidement, comme je le signalais il y a quelques instants, au bout de 2-3 ans, j'ai pu me faire une situation agréable. Mais sur le plan personnel, c'est un petit peu embêtant parce que d'une part, je travaillais là-bas, mes 2 filles sont ici parce qu'elles n'étaient pas venues et mes petits-enfants sont également ici, de sorte que je suis amené à me partager. Mais je me tiens très au courant de ce qui se passe au Canada et au Québec grâce à Internet. Je lis Le Devoir le matin, excellente édition électronique, soit dit en passant. Alors voilà, et la vie s'est écoulée tranquillement. Peut-être un autre petit incident. J'avais toujours fait de la sculpture en amateur. J'ai vécu mon adolescence dans un milieu artiste. Je connaissais bien Pellan, Dallaire. Hélas, je n'ai jamais acheté de tableau. J'étais fauché comme eux tous. Mais évidemment, eux sont devenus célèbres. Et puis, j'ai pas de tableau d'eux. J'ai rencontré également Riopelle, mais une fois, je le connaissais très peu. Et à peu près tous les artistes de l'époque, East, Parent, etc., etc. Alors, on m'a mis à la sculpture. Je devais avoir 20 ans. Oui, à peu près. Je commençais ma médecine. Et j'ai eu comme maître, et je le revendique, Plamondon, Marius Plamondon, qui était sculpteur, qui avait travaillé en France, et qui était professeur à l'École des Beaux-Arts de Québec, et qui a fait des monuments importants. Et je vous recommande. Et il était également maître verrier. Et il a fait des vitraux, que moi je trouve sublimes, à la chapelle à Joliette.
Je suis allé revoir les vitraux il y a 2-3 ans et j'ai eu exactement la même impression. Alors donc, j'ai toujours fait un peu de sculpture en amateur, sauf pendant la période politique, parce que j'étais vraiment, il faut le dire, occupé. Je me souviens qu'un de mes gardes du corps me disait qu'on vienne jamais me dire que les ministres ne font rien. Parce qu'évidemment, il était mobilisé de 7 heures du matin à minuit. Il commençait à trouver ça difficile pour lui. Alors, il dit, qu'on vienne jamais me dire ça, hein, je vais rétablir les faits. Alors, il se trouve qu'à Paris, surtout après avoir quitté mon service, qu'on est obligé de quitter à 68 ans en France, en 65 en fait, on est parfois prolongé jusqu'à 68, ce qui a été mon cas, je me suis retrouvé avec quelques loisirs, j'ai recommencé à faire de la sculpture et j'ai un cousin, sculpteur de talent, qui s'appelle Igor Ustinov. C'est le fils d'Ustinov, l'acteur, qui avait épousé ma cousine. Et Igor m'a dit, il faut que tu fasses du marbre, c'est pas mal ce que tu fais là. Il faut que tu fasses surtout du bronze. Alors j'ai dit oui, d'accord. Comment ça se fait? Ben, il dit, écoute, t'en fais pas, en une soirée, je t'explique, je t'amène à la fonderie et tu apprendras avec les ouvriers. D'accord. J'ai effectivement appris avec les ouvriers, ce sont des ouvriers d'art qui font un travail remarquable, et j'ai fait des petits bronzes, le bronze coûtant cher de matière première, pour moi. Et un jour, un commissaire-priseur est passé, a vu ce petit bronze, m'a téléphoné, m'a demandé la permission de le mettre en vente publique, à l'hôtel Drouot, qui est la grand lieu des enchères en France. À Paris, en tout cas, mais en France aussi. Alors j'ai dit, oui, pourquoi pas, qu'est-ce que je risque? Il dit, vous risquez rien, ça ne se vendra pas, mais j'ai besoin de faire du nombre, vous le reprendrez. D'accord. Ça s'est vendu. Et il y a eu un article sur la vente dans plusieurs journaux le lendemain, et on parlait de moi. La seule chose qui m'a plu dans cette affaire, c'est qu'on parlait d'un jeune artiste inconnu. Alors ça, le mot « jeune » m'a beaucoup plu. Mais par la suite, je suis passé régulièrement en vente publique et ça a très, très, très bien marché. Et j'ai eu des expositions à Paris et voilà, je suis devenu sculpteur professionnel et je paie même mes impôts à ce titre-là en France puisque j'ai un petit revenu. Mais ça m'a fait vivre dans un milieu d'artistes fort intéressant. À la fonderie, tout le monde se retrouve, après avoir travaillé le matin, se retrouve dans un petit bistrot, on discute le coup. Alors j'ai cette grande chance dans la vie. Au fond, j'ai 3 chances. La première chance, c'est d'avoir pu vivre dans des milieux différents. Milieu parlementaire qui me plaît beaucoup, j'ai de nombreux amis. Milieu psychiatrique, il en est de même. Milieu artistique, puis j'en oublie un, tiens. C'est le milieu de la francophonie. J'en parlerai peut-être après avoir terminé ma tirade. Et ma deuxième chance, c'est d'avoir gardé de très bons rapports avec mes collaborateurs. Je revois encore mes collaborateurs en psychiatrie, mais je revois encore mes collaborateurs en politique. Les secrétaires qui m'ont accompagné au cours de périodes difficiles. Je pense à des grèves dans les cégeps, par exemple, où on négociait jour et nuit. Ça crée des liens. Je les revois encore. Et puis également d'avoir 2 filles charmantes et de bons petits-enfants. Alors voilà mes 3 chances. Je parlais des différents milieux où j'ai vécu. Et il se trouve qu'il y a à Paris un cercle que l'on dit prestigieux, qui s'appelle le cercle Richelieu-Sangor. Le cercle Richelieu-Sangor groupe à peu près tous les acteurs dans le domaine de la francophonie. Beaucoup d'anciens ambassadeurs, il y a beaucoup d'ambassadeurs d'ailleurs, de hauts fonctionnaires, il y a quelques hommes d'affaires, des avocats, etc. Et on m'a élu à la présidence, il y a 6 ans. Nous avons une activité mensuelle sous forme de dîner, où nous recevons des invités qui nous apportent quelque chose, évidemment. Nous organisons de grands colloques. Nous avons organisé un grand colloque à la Sorbonne sur jeunesse et francophonie. Nous avons fait travailler des lycées, donc des lycées professionnels, pendant des mois avant, sur certains thèmes. Il y avait une section de nouvelles technologies, par exemple. Le colloque a été ouvert par Boutros Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui est actuellement secrétaire général de la francophonie, a été clôturé par le ministre de la Coopération. Alors voilà, nous remettons un prix chaque année, qui s'appelle le prix Richelieu-Sangor. Nous l'avons remis à un Canadien. Nous l'avons remis au révérend père Campeau, un Acadien, qui a fait énormément pour la francophonie, qui est malheureusement décédé,
qui n'a même pas pu recevoir son prix. On lui a décerné à titre posthume. Alors voilà un autre type d'activité qui me fait vivre dans le quatrième milieu, le milieu de la francophonie, et qui correspond beaucoup au dossier que j'avais toujours traité, puisqu'il s'agit souvent en particulier, l'Office franco-québécois dépendait du ministre de l'Éducation, il s'agissait d'échanges, alors je retrouve un peu les mêmes préoccupations. En cours de route, au cours de ces confidences, j'allais dire au coin du feu, mais il n'y a pas de feu, j'ai parlé des quelques livres que j'avais écrits. Il s'agissait de livres de vulgarisation sur la psychiatrie qui reprenaient mes différentes chroniques à Radio-Canada. Il y en a un qui s'appelle « Un psychiatre vous parle »,« Un homme vous écoute »,« L'homme et son milieu », etc., etc. Mais par la suite, j'ai eu la tentation. Que voulez-vous, quand on a vécu dans un milieu artistique et littéraire, j'ai eu la tentation d'écrire quelques livres. J'ai commencé par écrire un livre qui s'intitule « La mémoire vagabonde », où je ne dirais pas que ce sont des mémoires, je ne me permettrai pas de faire des mémoires. Je trouve que c'est un peu ambitieux et peut-être présomptueux. Mais j'avais envie de parler de différentes choses que j'ai abordées ici. Je voulais parler de la médecine, je voulais parler de l'architecture, je voulais parler d'art, je voulais parler de politique. Alors je me suis dit, le meilleur moyen de le faire, c'est de suivre mes carrières. Et c'est ce que j'ai fait, et ce livre est un prétexte pour aborder certaines grandes questions de société. Ai-je réussi? C'est au lecteur de le dire. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, et Stanquet, Alain Stanquet, m'a dit avoir eu beaucoup de plaisir à le publier. On le trouve toujours en librairie, incidemment. Et par la suite, là, j'ai été tenté par un roman qui a été publié en France, qui s'intitule « L'amour en panne », tout un programme. C'est l'histoire d'un médecin qui reçoit quelqu'un qui lui confesse d'avoir tué sa femme. Et à partir de cela, j'ai construit toute une histoire. Et le plus étonnant, c'est que cet incident m'est arrivé. J'ai effectivement reçu, il y a des années, je me souviens même du nom du patient, un type qui venait de tuer sa fiancée ou sa copine de 22 ou 23 coups de couteau. Et je me suis dit un jour, à partir de ce fait divers, j'écrirai un roman. Alors je l'ai écrit il y a 2 ans, L'amour en panne, qui a été édité chez un excellent éditeur de province en France, les éditions du Chouca. Le Chouca étant une espèce de corbeau. Et comme il est dans le Jura, et qu'il y en a beaucoup, il s'est inspiré de ce qu'il voyait. Et plus récemment, j'ai encore eu la tentation d'écrire cette fois-là un petit essai qui porte sur le bonheur, sur la connaissance de soi, sur un tas de thèmes connexes, sur la façon de penser, la solitude, la mort. Et c'est un tout petit essai, il y a 100 pages, toujours édité au Chouca, et qui s'intitule « Un regard calme sur les choses ». Oh, ce n'est pas mon testament, hein. Il n'y aura pas de testament. Mais c'est une façon de transmettre une certaine, le mot sagesse est probablement excessif, mais une certaine façon de voir les choses. On y arrive avec l'âge. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.